Interview. On va parler de quelqu'un qui a un parcours quand même assez étonnant. C'est un centaure, une licorne. Bonsoir Jonathan Angelhoff. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Vous avez alors beaucoup de choses. Vous avez le cofondateur d'Aircall. Et ben du reste, vous étiez souvent sur BFM Business. Hein, oui, très souvent. Absolument. J'adore le plateau, décidément. Ah bah, voilà, et je croyais que c'était moi, mais non, c'est le plateau. Vous êtes Aircall, donc ça vaut quand même à peu près 1 milliard, c'est ça, grosso modo? Oui, à la dernière valorisation en 2021. Et puis justement, alors vous jouez à une carte que je ne connais pas parmi vos concitoyens, si j'ose dire, du monde de la tech. Vous jouez la transparence financière, donc on connaît vos chiffres. Donc on y reviendra. Ça, c'est un point très important. C'est pour ça qu'on dit que vous gagnez de l'argent, vous êtes un centaure. Et là, pour le coup, il y en a très très peu. Je crois qu'il y en a que une centaine, c'est ça, même pas. 150 dans le monde, c'est ça. 150 dans le monde, oui. Et puis, vous avez pris un petit peu de champ sur le plan opérationnel. Vous êtes lancé dans l'immobilier, dans les hôtels. C'est ça. Parce que l'immobilier, c'est votre passion. Une de mes passions. Voilà, et puis vous publiez un livre, du reste dont on parle beaucoup dans la presse, Rien à perdre, parce qu'il faut dire que vous avez quand même une enfance, quoi qu'on puisse dire, difficile, voire extrêmement difficile. Et ce que vous cherchez à démontrer, c'est de dire que même si on n'est pas particulièrement doué, même si on n'est pas du tout gâté parce que circonstances difficiles, on peut réussir et vous donner quelques recettes. Peut-être on commence d'abord par Aircall, le digital. Ouais. Non ? Vous y connaissez encore toujours un petit peu, alors c'est ça. Ça va, ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plus de 33% de votre chiffre d'affaires, je crois, de Aircall, est aux États-Unis et à New York. Alors, aux États-Unis, de manière générale, oui. Oui, et puis le siège à New York. Est-ce que quand vous voyez ce qui se passe avec Trump, vous vous dites quoi? Au secours, ou vous vous dites au contraire, ça fait des opportunités? Alors, c'est marrant. Tout au début, je voyais ça d'un bon oeil. Je me suis dit, c'est intéressant. On va mettre la tech un petit peu au milieu du village. Ça va pousser. Et plus le temps passe, plus je suis un petit peu déçu, si je suis tout à fait honnête. Je trouve j'ai l'impression qu'il y a une sorte de non-dit. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Elon Musk qui arrive avec son enfant à la Maison Blanche, moi je trouve ça très bizarre. On mélange le pro et le perso. On a l'impression qu'ils arrivent chez eux en fait. Faut pas oublier que c'est un État et qu'il y a plein de choses à régler. Et donc là, pour le moment, je suis assez déçu. Il y a eu beaucoup de grandes paroles. On va faire ci, on va faire ça. Vraiment énormément c'est très américain d'ailleurs, c'est de balancer des keywords comme ça on se dit waouh, ça va être exceptionnel. Et ben en fait, finalement, il se passe pas grand chose. Et ça, moi, j'ai un peu de mal avec. On dit beaucoup de choses et on ne fait rien derrière. Mais en même temps, le fait d'avoir Elon Musk, qui a quand même un rôle clé, le moins qu'on puisse dire, sans doute un peu trop clé. Lorsque vous voyez même Apple, qui a investi, c'est 400 milliards aux États-Unis, on voit, ils ont tous un peu... ils ont tous fait allégeance quand même à Donald Trump. Donc, ça veut dire quand même que la tech va être au cœur de ce mandat donc, du président américain. Oui. Non, mais la tech y croit. Non, mais alors moi, la tech, elle y croit, non? En tout cas, on y croyait. Enfin, moi, je parle pour moi. J'ai pas envie de parler pour tout le monde. Mais moi, j'y croyais. Je me suis dit, OK, la tech va revenir. Les marchés, d'ailleurs, se sont envolés au moment de la valorisation, au moment de l'élection de Trump. Et donc ça, c'était plutôt très positif. Et je le voyais moi aussi d'un œil positif pour Aircall, pour l'environnement tech de manière générale. Maintenant, on voit que ça a corrigé aussi vite. Tesla est revenu exactement au niveau préélection Trump sur les marchés boursiers. Ils ont perdu 750 milliards de dollars, non? Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite bulle aussi? Oui, bien sûr. C'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un début de bulle. Et là, il y a eu une correction. Mais donc, Jonathan Angelhoff, là, vous vous dites quoi? Je vais les États-Unis, vous êtes comment? Vous vous dites... parce que je crois que vous devez ouvrir quelque chose aussi sur la West Coast, sur la côte ouest. Est-ce que vous maintenez Bien sûr. Non, mais les États-Unis, chez Aircall, ça a toujours été notre premier marché. C'est le premier marché d'Aircall. La France, ça représente 15%. Aircall, ce que ça fait, moi, je peux le faire, mais ça soit vous. Aircall, c'est de la téléphonie d'entreprise dans le cloud, avec beaucoup d'IA et intégré aux outils métiers de la société. Donc, intégré au CRM, intégré aux outils de service client, tout ça pour rendre la conversation entre deux personnes beaucoup plus effective, puisque lorsqu'on appelle un service client, c'est agréable de savoir qui nous appelle, quel est son historique, et de manière générale aussi, quand on appelle quelqu'un, on fait de l'appel sortant, c'est agréable de savoir qui on appelle en tant qu'agent. Et donc voilà un peu ce que fait Aircall. Et récemment, depuis 2-3 ans, on a mis beaucoup d'IA. Avant même l'avènement de l'IA, on a commencé à mettre des agents vocaux, on a créé de l'aide à la décision, donc on parle avec un client ou on parle avec un prospect, on nous dit quoi dire, on nous donne un playbook pour être un petit peu plus efficient, etc. Et quelle intelligence artificielle? Parce que là, on voit quand même qu'il y a les Chinois qui ont... Bon, il y a DeepSeek, mais pas que. Donc, il y a vraiment un bloc chinois, il y a un bloc américain.
Bon, nous, les Européens, on est un peu au milieu. Est-ce qu'on a une chance d'émerger? Je ne sais pas, vous nous direz du reste. Mais vous, quel type d'intelligence artificielle vous utilisez? Alors nous, on a développé en interne une grande partie, puisque nous, c'était vraiment avant qu'on parle de OpenAI, de Mistral. Tout ça, Mistral n'était même pas créé. Hein, et donc, on a développé quand même une grosse partie nous-mêmes. Maintenant, on s'appuie sur différents types d'IA et en fonction de ce dont on a besoin, on va adapter l'outil qu'on utilise. Donc on n'a pas fait un choix unique en se disant c'est lui le meilleur provider et on va faire que ça. On a vraiment essayé, nous, d'avoir quand même notre indépendance et surtout, on a des besoins assez spécifiques qui sont très métiers et donc on le développe en top. Ouais. Je disais transparence financière, transparence aussi sur le plan digital. Presque 200 millions, on peut dire, de dollars de chiffre d'affaires en 2024, contre 155 en 2023, donc bonne progression. Et puis vous avez justement, vous avez révélé avoir 132 millions de revenus récurrents annuels, c'est en 2022. En 2022, aujourd'hui c'est combien? On approche les 200 millions, c'est ça. On approche les 200 millions d'ARR, c'est ce qu'on appelle l'annual recurring revenue. Donc c'est là pour ça qu'on dit que vous êtes Centaure, parce que vous gagnez de l'argent. L'intro au Nasdaq. Alors Centaure, c'est au-delà de 100 millions. Oui. Au-delà de 100 millions, on devient Centaure. Maintenant, on essaye de devenir des chameaux. D'accord, ok. Et vous êtes chameau à partir de quand? Non, chameau, c'est quand on est rentable. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai complètement sorti de ma tête. Parce que ça n'existe pas d'être rentable quand on Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est vraiment attelé à partir de fin 2022 à se dire maintenant Aircall doit devenir rentable. Et donc, toute l'année 2022, fin 2022, début 2023, ça a été comment Aircall maintenant va devenir rentable, comment on va construire la nouvelle partie de l'histoire, qui est une histoire d'une société rentable. Et donc, depuis fin 2024, on est en effet rentable. Oui, ce qui est rare, et en plus, vous le dites, enfin, c'est bien, parce que, encore une fois, ça n'existe pas beaucoup dans votre univers. Le Nasdaq, parce que moi, j'ai lu des déclarations justement en 2022. Le Nasdaq, c'est pour la cotation en 2024. Donc là, ça y est, 2024, c'est terminé. Nous sommes en 2025. La crise est passée par là. La crise est passée par là, sérieusement. En fait, non, mais si je suis tout à fait sérieux, l'introduction en bourse, c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête. Évidemment, en 2021, quand on parlait d'introduction en bourse, ça paraissait assez naturel. Oui. Les marchés ont entre-temps quand même été beaucoup dans le rouge, beaucoup de valorisation ont dévissé, etc. Et on le voit, il y a très peu d'introduction en bourse. Donc l'intérêt de s'introduire en bourse n'est pas clair pour nous, puisque s'introduire en bourse, c'est soit pour lever des fonds, pour continuer notre développement, sauf que nous, on devient rentable. Donc, s'introduire tout de suite en bourse, il n'y a pas d'intérêt. Et les marchés étant un petit peu instables, on ne veut pas vivre ce que certaines boîtes qui se sont introduites en bourse, malgré des chiffres très bons, se sont retrouvés à avoir des valorisations qui dévissent. Moi, ma question, c'est pourquoi Nasdaq et pourquoi pas Euronext? Pourquoi? Pour être tout à fait honnête, très tôt, avec Aircall, on s'est dit on va devoir aller aux États-Unis si on doit réussir quelque part. Et le logiciel, de manière générale, lorsqu'on veut réussir dans le logiciel, il faut d'abord réussir aux États-Unis pour réussir ailleurs. Ça, on est d'accord. Voilà. Bon. Et donc, très tôt, on s'est dit il faut que tout notre chiffre d'affaires, une grande partie de notre chiffre d'affaires, en tout cas, vienne des US. Alors, on a fait 33-34% selon les années. Ce qui est pas mal, mais c'est notre marché numéro 1. Et pourquoi les US? Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, les marchés boursiers cotent mieux les boîtes tech aux US qu'en Europe. On le voit, les introductions en bourse en Europe, on en voit très peu. Moi, le premier, j'aurais été ravi de le faire. Mais on le voit encore, les marchés européens sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que même les ventures capitalistes ne sont pas encore là-dedans. Et moi, je vous parle de mon expérience personnelle, mais quand on était en 2018-2019, où Aircall commençait à être valorisé 100 millions, 200 millions, les VC français étaient mal à l'aise avec cette valorisation, étaient là, mais je vois pas trop comment je peux rentrer à cette valeur, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucun exemple de société qui ont été valorisées plus de 500 millions ou qui ont eu une sortie au-delà de 500 millions, donc je ne sais pas faire. Donc quand les VC déjà vous disent ça en Europe, on est obligé de prendre nos dispositions. Alors de l'autre côté, Goldman Sachs vous dit, moi ils ont tout à fait l'habitude. Votre actionnariat aujourd'hui, vous avez combien? Parce que vous avez 2 cofondateurs. On est 3 cofondateurs. 3, oui, mais donc en plus de vous, parce qu'il y a vous, plus ça. 2, ça fait 3. C'est ça. Il en reste un encore qui est opérationnel. Il y a un dernier survivant. D'accord. Oui, on va revenir là-dessus tout de suite, mais c'est qui les actionnaires? Gros actionnariat, c'est Goldman Sachs, qui sont les derniers entrants. On a Balderton Capital également, qui est notre premier investisseur, avec Bernard Liotto, qui est un bel exemple de réussite, notamment avec étant le premier Français à avoir introduit une boîte au Nasdaq, exactement. Et après, on a une multitude, on a des TCP, des fonds un peu telco.
Très peu de Français. Si on a New Fund en français qui sont rentrés tout au début aussi, et donc on était ravis. Mais dès lors qu'on a passé une certaine capitalisation, il n'y avait plus de Français. Alors racontez-nous, c'est le moment de faire le lien avec votre histoire quand même, parce qu'il faut, même si ici on parle beaucoup d'économie et de business, votre histoire elle est quand même un peu folle. Vous avez eu envie d'écrire ce livre, rien à perdre. Alors, quand je vous dis, vous n'êtes pas un peu jeune, puisque vous avez 38 ans, pas un peu jeune pour écrire votre biographie un peu à la Xavier Niel, vous m'avez dit non, c'est pas du tout une biographie, ça serait trop prétentieux. Pourquoi vous avez écrit ce bouquin ? Pourquoi je l'ai écrit ? On me le demande tout le temps et la réponse a été, ça m'a mis du temps même moi à comprendre pourquoi, mais parce que j'avais envie en fait de transmettre quelque chose. Je suis jeune, vous avez raison, et je suis loin d'avoir fini ma vie. Moyennement jeune quoi. Bon, j'essaye d'avoir toujours l'impression d'être jeune. Non mais ce qui est clair, c'est que souvent on se dit on écrit une biographie quand on est au sommet de sa carrière. Moi, je ne considère pas du tout avoir fini ma carrière ou être au sommet. Au contraire, je me dis en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses ces 10 dernières années avec Aircall et j'avais envie de transmettre. Je reçois énormément de messages hyper gentils, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, un peu partout. Et beaucoup de gens veulent apprendre en fait et ils me disent j'aimerais pouvoir savoir comment tu as fait ça en venant de ce monde. Il faut dire que quand même, on va en dire deux mots. Votre histoire, elle est quand même étonnante. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui est votre père. Votre mère était une très jolie femme bulgare, immigrée bulgare, qui est arrivée à Paris et qui avait sans parler français, et puis qui s'est fait escroquer, qui est devenu alcoolique. Vous avez été placé à la DAS, non ? Enfin, c'est une histoire quand même un peu de folie quand même que vous avez. En fait, si je récapitule, très jeune, à l'âge de 12 ans, ma mère perd tout. Se fait escroquer, hein, j'explique tout dans le livre. Un mec qui fait le Ponzi. Voilà, c'est ça, une sorte de Madoff local. Et à partir de ce moment-là, la vie bascule. Je me retrouve en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, placé en banlieue parisienne. Et là, je passe de foyer en famille d'accueil. Je fais 3 familles d'accueil, un foyer, et ça jusqu'à mes 18 ans. Et donc c'est vrai que sur le papier, j'avais vraiment rien pour réussir. Et toute ma vie, on m'a dit, Jonathan, ne vise pas trop parce que tu ne pourras pas aller en haut. Et donc toute ma vie, je me suis mis un peu j'avais ce sac à dos derrière moi qui me suivait, qui était un peu plus lourd que les autres. Et je me disais, bon, on va faire du mieux qu'on peut. Mais au fond de moi, j'avais quand même cette flamme où je voulais pas laisser faire le monde et mon environnement choisir pour moi. J'appelle ça la double peine. Vous avez envie de réussir votre vie quand même. Alors, vous lancez, vous avez quand même l'ordinateur chez votre mère, vous voyez de temps en temps. Et c'est là où vous commencez à faire votre petit business. C'est ça. Et puis vous rachetez avec des prêts étudiants, vous rachetez une petite chambre de bonne, deuxième, une troisième, c'est ça ? Donc très tôt, en fait, je m'intéresse à Internet. À l'âge de 10 ans, en fait, j'ai mon premier ordinateur. Donc avant que maman fasse faillite et perde tout, en fait, on a eu les moyens de s'acheter un ordinateur. Ce qui était bien, puisqu'on est là en 1996-97. Et je m'intéresse tout de suite à Internet. Je fais des petits sites Internet. J'achète des produits sur Internet que je revends un peu plus cher en France. J'achète en Chine, je revends un peu en France. Voilà. En fait, je fais du dropshipping avant le dropshipping. Et à 18 ans, je suis assez passionné d'immobilier en fait tout ce temps, puisque je perds ma maison en fait, et je crois que ça crée quelque chose en moi, le fait de perdre ma maison, de plus avoir de maison de mes 12 à mes 18 ans. Il y a quelque chose qui se crée en moi qui est une passion pour l'immobilier, une passion de posséder un bien, une passion d'avoir un lit, d'être chez soi. Et donc à 18 ans, j'ai un petit peu d'argent de poche, enfin un peu d'argent de poche, j'ai économisé un petit peu d'argent. Et avec cet argent, je vais faire un prêt étudiant et je vais acheter ma première chambre de service à Paris, dans le 10e arrondissement, un 6e étage sans ascenseur. Et je la rénove de mes mains pratiquement. Et je me rends compte que je la loue très facilement quelques mois après l'avoir rénovée. Et là, c'est un peu le début, j'en achète plusieurs et j'en achète plus de 10 de mes 18 à mes 21, 22 ans à peu près. Et l'amour de l'immobilier est né. Et que vous avez encore, parce que c'est la deuxième vie qu'on ne vous a pas encore raconté, mais qu'on va vous raconter dans un instant. On était resté sur la première parce que Aircall, vous êtes toujours cofondateur, actionnaire, mais vous avez justement pris un petit peu de distance par rapport à l'opérationnel pour vous lancer dans l'immobilier et avoir des hôtels. Là, il y a beaucoup de lits, c'est peut-être pour ça. Et dans votre livre, en fait, qu'est-ce que vous dites ? Enfin, moi, je l'ai lu. Donc, vous dites qu'il faut avoir une attitude de fondateur, de founder. Et non pas, alors qu'en général, on dit plutôt il faut faire de corporate, manager, etc. C'est quoi une attitude de founder, de fondateur, de créateur ? En fait, il y a pendant des années, dans le milieu de la tech, et les VC le savent, et j'ai pas honte de le dire, on nous dit il faut rentrer dans les cases du monde corporate. Donc, vous devez réfléchir
comme des corporate et des C-level. C'est le fameux C quelque chose. Donc CEO, COO, CFO, voilà, tous les C-chiefs, tous les chefs, entre guillemets. Et on nous met toujours dans ces cases-là. Et c'est vrai que moi, le premier, j'ai essayé de rentrer dans ces cases-là pendant des années, à me dire, Jonathan, sois plus corporate, prends des décisions très corporate et ne pense pas toujours comme un fondateur de société, donc comme quelqu'un qui est un créateur. Et les temps ont évolué depuis 2022-2023. On se rend compte qu'en fait, le monde corporate dans les startups, c'est très compliqué. Mais alors, c'est quoi la différence? Alors, le monde corporate, donnez-nous un exemple. C'est typiquement, on prend des décisions collégiales. C'est toujours collégial, c'est la démocratie. Oui. Une société, malheureusement, si une société devient trop démocratique, ça devient un problème. Si tout le monde doit donner son avis pour une prise de décision, en fait, on ne prend pas de décision. Et parfois, le fondateur a une vision différente de son produit. Il a une vision claire de ce qu'il doit faire sur le produit. Je parle d'une fonctionnalité, par exemple. Il sait, c'est sa vision, c'est son truc. Parfois, dans le monde un peu corporate, il va y avoir du mal à l'imposer. Tout le monde va donner son avis. Le marketing va dire mais moi je pense qu'il faut faire ça. L'équipe ops des opérations vont dire autre chose. Ainsi de suite. Et on se retrouve dans une situation où les fondateurs n'arrivent plus à finalement prendre des décisions. Et ça a été un problème. Et donc il y a eu pas mal de grands noms de la tech américaine qui se sont un peu révoltés là-dessus, dont un qui a fait un blog post qui a eu beaucoup de remous autour, parce qu'il a dit c'est la founder's vision, quoi. C'est qui et là je l'ai perdu, je l'ai plus en tête, voilà. Ah mais c'est pas mais il me reviendra, Apple, et on reviendra dessus. Non, c'est justement quelqu'un qui vient du monde des VC et qui a dit en fait finalement avec le temps avoir cette attitude de founder, c'est très important. C'est très important parce que ça apporte quelque chose que les corporates ne vont pas apporter. Et surtout, on le voit, moi je suis au bord de beaucoup de boîtes. Chez Aircall, on a beaucoup essayé d'embaucher des gens externes, très câblés, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ces personnes ont une capacité d'adaptation qui est assez faible parfois, parce qu'ils viennent avec leur bagage, qui est un bagage dont les startups ont besoin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, à chaque niveau de la société, il faut trouver le bon bagage. Et nous, on s'est retrouvés, et j'ai pas honte de le dire, à embaucher plusieurs C-level, des grosses têtes, qui venaient avec leur playbook. Ils disent, voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il n'y a pas d'autre manière. Et en fait, on essaie de rentrer un carré dans un rond dans ces cas-là. Et on a dû se séparer, malheureusement, changer plusieurs fois. Et toutes les startups vivent ça. Et moi, je le vois, tous les fondateurs de boîtes, que ce soit dans le Next 40 ou que ce soit des boîtes, on va dire à partir de 100, 150 personnes, ils vivent ce truc où on leur impose des C-level assez capés, et ça ne marche pas. Ah oui, c'est intéressant ça. Et en même temps, Jonathan Angelov, vous êtes 3 pour créer Aircall, donc on dit toujours que devant justement des capital risqueurs ou des VC, ils aiment bien avoir une équipe. Bien sûr. S'il y a juste une personnalité, ça peut être un peu juste. Évidemment. Donc en même temps, il faut partager la décision quand même. On est d'accord. Alors c'est pour ça que j'insiste de dire, ce que je dis, c'est pas tout doit revenir aux founders. Mais on a souvent demandé ces dernières années un petit peu aux founders de un peu s'écraser. Enfin, faut que j'arrête de parler franglais, moi. De vraiment un peu s'écraser et de laisser énormément de place on va dire aux personnes qu'on embauche. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec. Mais parfois, ça peut avoir un effet négatif. C'est que les personnes viennent avec une vision carriériste au lieu d'avoir une vision plutôt entreprise. Quel est le meilleur pour l'entreprise versus qu'est-ce qui est le meilleur pour lui. Dans quelle boîte, avant de parler d'immobilier, dans quelle boîte vous investissez? Parce que maintenant vous êtes un investisseur. Dans quelle boîte vous investissez? Écoutez, j'ai investi dans plus de 40 sociétés sur les 4 dernières années. Toujours très quand même logiciel. J'ai un peu ce biais software, évidemment. Après, je me suis intéressé. Vous êtes gagnant? Bon, écoutez, pour le moment, c'est difficile à dire. Au bout de 3-4 ans, c'est difficile à dire, mais on va dire que je suis pas perdant. Et c'est déjà bien dans le monde du venture capitaliste. Non, mais j'ai quelques belles sociétés. J'ai surtout aussi beaucoup la chance d'être au board de beaucoup d'anciens Aircall. Parce qu'au sein d'Aircall, en fait, on a vraiment insufflé un petit peu cette mentalité de créateur, d'entrepreneur. Et je suis pas peu fier de dire qu'aujourd'hui, dans les 15 premiers employés d'Aircall,
15 sont entrepreneurs aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la chance que la plupart m'aient mis au board de leur société. Donc, je suis des anciens Aircall qui sont en train de créer des sociétés, des logiciels, et donc qui créent leur propre Aircall. Juste une question, parce que alors évidemment, c'est pas Aircall, mais il était téléphonie dans le cloud, mais en même temps, Skype, le Skype, ça y est, Microsoft ferme Skype, en fait, parce que maintenant, il n'y aura plus que Teams. Il y a Teams. Qu'est-ce que ça a des conséquences pour vous ou pas du tout? Non, alors au début d'Aircall, Skype était un vrai concurrent pour nous, parce que en fait, c'était de la téléphonie traditionnelle, etc. Au fur et à mesure des années, ça c'est vraiment passé en B2C, enfin plutôt C2C, même consumer to consumer. Et maintenant, il y a Teams qui a remplacé. Maintenant, Teams, c'est du chat avant tout. Les gens utilisent pour de la visio ou pour du chat. La partie téléphonie, c'est pas du tout quelque chose de développé. Au contraire, donc il y a une vraie place à prendre. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être, mais c'est pas leur métier. Le métier de Teams, c'est à la vraie différence d'Aircall, c'est du app to app. C'est-à-dire que c'est deux personnes sur Teams qui se parlent. Aircall, c'est une personne sur une app, donc Aircall, on appelle depuis Aircall, et ça va sur les réseaux téléphoniques. Et quand on regarde toute dernière question là-dessus, parce que c'est la question de la sécurité, cybersécurité, tout ce que vous voulez là, comment est-ce que vous faites chez Aircall? Parce que WhatsApp, quand vous discutez avec des gens du renseignement, ils vous disent non, il ne faut surtout pas y aller parce qu'on vous pique vos données. Alors maintenant, le dernier truc à la mode, c'est Olvid. Mais comment vous faites sur Aircall? Écoutez, nous, ça a été une question centrale pendant pas mal d'années. Et ça a commencé en 2016, déjà, avec tout le RGPD, tout ça. Et donc, très tôt, on a fait un choix qui est très stratégique, qui est de stocker les données dans les pays où nos clients sont. Et donc, typiquement, alors ça va pas être dans chaque pays, évidemment. Pour l'Europe, on a 2-3 hubs, notamment l'Allemagne, qui est un endroit qui est un pays... Pas la France. On a aussi de la France, évidemment, mais l'Allemagne pour l'Europe est un hub très intéressant parce que vraiment beaucoup de sécurité dans les serveurs, dans tout ça. Et donc, nous, ça a été un choix qui est important puisqu'en fait, nos clients utilisent Aircall quand même pour parler à leurs clients et leurs prospects. Donc, globalement, les personnes les plus importantes pour une société. On parle enfin d'immobilier, quand même, la deuxième jambe de Jonathan Angelhoff avec Ageso Capital que vous avez lancé. Donc enfin, vous avez décidé d'assumer votre passion pour l'immobilier. Et vous avez maintenant des hôtels, en fait, qui s'appellent la maison Barbès, la maison Iéna, la maison Moulin-Vert. Toutes les maisons, essentiellement parisiens, donc c'est des hôtels. Et vous avez aussi de l'immobilier résidentiel de bureaux? Ouais, les deux. Ouais. En fait, donc ma passion pour l'immobilier, elle s'est jamais arrêtée depuis mes 19 ans quand j'ai commencé à acheter des biens. Et donc au fil des années, j'en ai acheté plusieurs. Et à un moment, j'ai décidé de tout revendre parce que financièrement et même d'un point de vue structurel, ça devenait compliqué à gérer des biens un petit peu isolés partout dans Paris. Et donc j'ai acheté mon premier hôtel en 2018, rénové et ouvert en 2020 pendant le Covid, donc catastrophique, mais ça s'est très bien passé par la suite. Et on a enchaîné un petit peu les achats comme ça, plusieurs hôtels, du résidentiel, pour le coup à Paris, mais également en banlieue. Fait, il y a quelqu'un, c'est un venture, un VC qui vous dit à un moment, alors projette-toi, Jonathan, dans 10 ans, qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce que c'est Aircall et que vous vous êtes dit, ah non, mais attendez-moi, dans 10 ans, c'est pas Aircall, plus jamais ça, donc vous avez décidé, c'est un peu ce que vous racontez quand même, vous dites la réponse est non, et hop, vous avez décidé de quitter l'opérationnel pour vous lancer dans l'immobilier. C'est ça. En fait, cette histoire est toujours difficile à raconter parce que Aircall, ça a été ma vie pendant 10 ans et j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Je regrette pas un moment. Et pourtant, dans le livre, j'en parle beaucoup. Il y a eu des vrais moments difficiles. Et si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien. Donc, c'était les meilleurs moments de ma vie. Mais c'est vrai que ce fameux investisseur qui m'a dit, Jonathan, alors prêt pour les 10 prochaines années. À ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait 10 ans que je suis à la tête d'Aircall et j'en suis ravi et j'ai une équipe formidable. Mais vous êtes dit, est-ce que les 10 prochaines années, je suis le meilleur pour faire ça? C'était ça la question. Et donc la réponse est non. Et la réponse était non. L'immobilier, vous pesez combien? Je pèse combien? Non, aujourd'hui, on a un peu plus de 100 millions d'euros d'assets dans Ageso Capital. Et c'est un mix, comme je disais, d'immobilier résidentiel, de bureaux, mais surtout de l'hôtellerie. On se focus dans l'hôtellerie. Et d'ailleurs, même au sein d'Ageso Capital, maintenant, on a un club d'investissement où les gens peuvent même investir à nos côtés. Et ça, je l'ai fait parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et mon entourage, que ce soit des gens qui ont gagné beaucoup d'argent ou des gens qui ont juste envie d'investir dans l'immobilier, mais qui n'y connaissent rien, et ben, on a créé au sein d'Ageso Capital ce club d'investissement où vous pouvez investir et avoir les mêmes rendements que moi. Et moi, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir permettre à des gens d'investir
dans l'immobilier alors qu'ils ne le faisaient pas. Et j'ai un entourage infini de gens qui me disent je vais acheter mon appartement, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Ils ne le font pas. Mais également, moi, ça me permet de pouvoir continuer à développer parce que je ne suis pas à argent infini, je ne suis pas milliardaire comme certaines personnes. Vous n'êtes pas encore Xavier Niel. Voilà, j'aurais aimé être votre itinéraire est un peu celui Xavier Niel aussi quand il a écrit son livre. Alors, on peut rajouter quelques milliards peut-être à son crédit, quelques zéros en plus. C'est votre objectif? C'est ça. Non, mais mon objectif, en tout cas, ouais, c'est d'aller très haut, de montrer l'exemple. Et pourquoi pas, et avec toute l'humilité, mais de devenir un autre Xavier Niel. Mais je serai un Jonathan Angelov à ma façon, avec ma vision des choses. Mais évidemment, quelqu'un comme Xavier Niel, c'est hyper inspirant et il a connu des choses que j'ai pas encore connues. L'immobilier, la crise de l'immobilier, elle est derrière nous, comme le disent quelques personnes sur ce même plateau. Oui, elle est complètement derrière nous. De toute façon, l'immobilier est résilient, c'est des cycles. Oui. J'aime pas parler de crise dans l'immobilier, même si évidemment il y en a. Aujourd'hui, on commémore les 5 ans de la Covid, enfin si on peut dire l'anniversaire de la Covid. Évidemment. Qui a été un peu meurtrier dans l'hôtellerie. Non, évidemment, c'est complètement derrière nous. Les taux sont en train de baisser. Moi, je suis en train de vendre certains biens que j'ai achetés en 2022, 2023. Ils se vendent très bien. Donc, je suis ravi de voir que l'appétit des investisseurs est de retour. Que puisque les taux baissent, donc les taux de rendement aussi que les investisseurs attendent sont à la baisse, donc c'est positif pour tout le monde dans le milieu. Alors c'est une question qui n'est pas personnelle malgré la question, mais si vous avez un enfant, je ne sais pas si vous en avez, ça ne me regarde pas, encore. Mais voilà, bon pas encore, mais vous allez lui apprendre quoi? Parce que lui, il sera pas comme vous, il n'aura pas la même histoire que vous. Vous allez en faire quoi? Vous allez lui demander de passer des diplômes, vous allez l'envoyer à l'autre bout du monde, qu'est-ce que vous allez lui inculquer pour essayer de mettre en pratique ce que vous conseillez aux gens qui vous lisent? Je vais lui inculquer, moi, ce que j'ai vécu, en fait. Et je vais lui donner ce qu'il lui faut pour se nourrir, se loger et s'habiller. Mais ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je lui apprendrai énormément l'humilité. Je le mettrai dans une situation où il va falloir travailler assez jeune s'il veut de l'argent de poche. Non, je serai pas du tout le papa gâteau, justement, à lui donner tout ce que moi j'ai pas eu. Au contraire, parce que je regrette rien dans ma vie. Et c'est parce que j'avais rien que je me suis mis dans cette tête que j'avais rien à perdre et que j'irai tout droit. Au contraire, je veux pas un enfant qui se suffise et qui se dise de toute façon, j'ai papa et ça va le faire, même si j'en fais pas grand-chose. Je veux qu'il se sente à risque et je veux qu'il travaille plus que les autres. Voilà. Rien à perdre. Voilà, c'est publié chez Alicio. C'est le livre donc de Jonathan Angelov. C'était très intéressant et touchant et en même temps, on apprend des choses. Peut-être faire fortune grâce à vous. Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. On parlera de retraite, c'est autre chose. La grande interview sur BFM Business. C'était votre rendez-vous avec Honnête, expert en solutions de financement.